Bonjour et bienvenue à cette séance en capsule sur le régime juridique du fonds de commerce. Un fonds de commerce regroupe l'ensemble des éléments utilisés pour exercer une activité commerciale. Il ne s'agit pas de la société ou de sa personnalité juridique, mais bien de l'ensemble des moyens corporels et incorporels mobilisés pour exploiter une activité, clientèle, enseigne, bail, matériel. La notion de fonds de commerce a été progressivement façonnée par la pratique, la doctrine et la jurisprudence. Sa complexité réside dans sa composition hétérogène réunissant des éléments divers, à la fois matériels et immatériels et dans son absence de définition légale unifiée. L'approche synthétique repose sur deux piliers essentiels. Le fonds de commerce est juridiquement qualifié d'universalité de fait. Il est classé parmi les biens meubles incorporels, ce qui conditionne l'ensemble des règles applicables à son transfert, à sa saisie ou à sa mise en garantie. Universalité de fait. On peut le considérer comme une universalité de fait, c'est-à-dire un bilan qui enveloppe un ensemble d'éléments mobiliers qui sont eux-mêmes corporels ou incorporels. Il comprend l'ensemble des éléments affectés par un commerçant à une exploitation en vue de satisfaire une clientèle. La doctrine majoritaire, ainsi que la jurisprudence, ont adopté une conception plus pragmatique, qualifiant le fonds de commerce d'universalité de fait. Il s'agit d'un regroupement d'éléments mobiliers, affectés à une même destination et l'exploitation d'une activité commerciale sans pour autant former un patrimoine autonome. Cette qualification repose sur les caractéristiques suivantes. Le fonds de commerce est distinct de ses composants. Il est transmissible dans son ensemble, cession globale. Il ne contient que des actifs, exclusion des dettes, sauf stipulation ou disposition contraire. Il conserve son unité juridique malgré la variabilité de ses éléments. Le fonds de commerce est donc une unité économique fonctionnelle, reconnue par le droit comme un bien meuble incorporel, susceptible de faire l'objet d'une propriété, d'un usage et d'une transmission. En résumé, le fonds de commerce est juridiquement qualifié d'universalité de fait, ce qui signifie qu'il constitue un bien distinct, autonome, regroupant des éléments mobiliers divers, mais unis par une finalité économique commune. Cette qualification permet d'appliquer au fonds un régime global, spécifique et cohérent, distinct de celui de chacun de ses composants pris individuellement, et indépendant des remaniements internes qui peuvent affecter ces éléments. Le droit considère que le fonds de commerce est un bien unitaire, ce qui signifie qu'il possède une valeur propre, distincte de la valeur cumulative de ses éléments. Le matériel peut être changé, les stocks renouvelés, le nom commercial modifié, le fonds de commerce subsiste malgré ces variations. C'est cette capacité de renouvellement interne, tout en conservant sa cohérence fonctionnelle, que la doctrine désigne sous le terme de fongibilité des éléments. Exemple. Lorsqu'un commerçant remplace tout son matériel ou change de fournisseur, cela n'affecte pas l'existence juridique du fonds de commerce. Le fonds reste le même, pour autant que la clientèle soit maintenue et que l'activité commerciale continue. Il est indispensable de bien distinguer le fonds de commerce d'une part, et les éléments qui le composent d'autre part. Un fonds de commerce est un bien incorporel composé d'éléments incorporels mais aussi d'éléments corporels. En effet, le fonds de commerce est plus que la somme des éléments le composant. Ainsi, il y aura toujours fonds de commerce alors même que la totalité de ces éléments aurait été amenée à disparaître, à être détruits ou bien vendus. Il ne peut y avoir fonds de commerce sans clientèle. De la sorte, cette dernière est plus qu'un élément du fonds de commerce, elle en est sa finalité. Les éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce se divisent en deux catégories, les biens incorporels et les biens corporels. Les éléments pouvant être inclus dans un fonds de commerce sont listés à l'article L142 du Code de commerce. Les éléments incorporels d'un fonds de commerce sont la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, l'enseigne et le nom commercial, certaines autorisations administratives, les marques, brevets, logiciels. Les éléments corporels du fonds de commerce sont essentiellement les marchandises, le matériel. Les signes distinctifs font partie du fonds de commerce. Ce sont les signes qu'utilise le commerçant pour se faire connaître et reconnaître par la clientèle, existante ou potentielle. Les signes distinctifs sont par exemple le nom commercial et nom de domaine. Enseigne, marque, etc. Un autre élément concerne les créations intellectuelles. Les droits reconnus aux inventeurs sur leurs œuvres tels que brevets d'invention. Les dessins et modèles, les droits propriétés littéraires et artistiques, en particulier le droit d'auteur. Tous sont des éléments susceptibles de faire partie d'un fonds de commerce. Concernant le droit au bail, lorsque le commerçant est locataire des lieux où est exploité le fonds, les droits qu'il tient du statut des baux commerciaux sont compris dans son fonds de commerce.
Au droit au bail, il faut assimiler certains droits d'occupation, droits de concession immobilière, etc. Concernant les licences et autorisations administratives, elles sont parfois des éléments du fonds de commerce et peuvent être comprises dans sa transmission. Mais leur régime est varié. Les unes ont un caractère personnel, carte professionnelle, et ne se transmettent pas. Les autres ont un caractère réel et peuvent être incluses dans un fonds. Tel est le cas, par exemple, des licences des débits de boissons, qui, en cas de vente de fonds, se trouvent comprises dans les éléments cédés, sauf convention contraire. Concernant le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds de commerce, notamment à l'agencement d'un magasin. Les marchandises peuvent être définies comme tous les objets destinés à la vente, voire à la location. On distingue, en règle générale, les matières premières devant être transformées des produits finis directement destinés à la vente. Leur distinction, en général facile, présente de nombreux intérêts juridiques et fiscaux. Parmi les éléments incorporels, l'élément essentiel, sans lequel le fonds ne saurait exister, est la clientèle. La clientèle est la valeur que représentent les rapports probables ou possibles avec les personnes qui demanderont des biens ou des services à l'exploitant du fonds. Nous y reviendrons plus loin. Quels sont les éléments exclus du fonds de commerce? Les espèces en caisse et en banque. Les créances et dettes. En principe, les créances et les dettes de l'exploitant, les contrats qu'il conclut pour l'exploitation ne font pas partie du fonds de commerce et ne se transmettent pas avec celui-ci. Mais ce principe comporte des dérogations légales telles que les contrats de bail, de travail, d'édition, la dette d'impôt et d'autres. L'inscription au RCS. Les documents comptables. Les immeubles affectés à l'exploitation et dont le commerçant est propriétaire ne font pas partie du fonds de commerce. La solution est générale et absolue. Il en est ainsi même si l'immeuble est l'élément principal attractif de la clientèle, comme c'est souvent le cas pour le fonds hôtelier. Le fonds de commerce est juridiquement qualifié de bien meuble incorporel, c'est-à-dire un bien abstrait, non physique, mais patrimonialement exploitable, soumis aux règles des meubles. Cette qualification, qui découle directement de sa nature composite et de l'exclusion des biens immeubles, conditionne l'ensemble des règles juridiques qui lui sont applicables, notamment en matière de vente, de nantissement, de gestion ou de transmission. Le fonds de commerce est un bien mobilier incorporel. Le caractère mobilier du fonds de commerce repose sur une double justification. Tous les éléments qui composent le fonds, qu'ils soient corporels, matériels, outillage, marchandises, ou incorporels, clientèle, bail-marque, non commercial, sont des biens meubles au sens du Code civil. 2. Aucun bien immobilier n'entre pas dans la composition du fonds. Lorsqu'un commerçant exerce son activité dans un immeuble dont il est propriétaire, cet immeuble reste distinct juridiquement du fonds de commerce. Il constitue un élément autonome du patrimoine, susceptible d'être cédé au grevé indépendamment du fonds. Cette dissociation est essentielle pour préserver l'unité de la notion du fonds de commerce, applicable quel que soit le mode d'occupation du local commercial, propriété, bail, occupation précaire, etc. Cette qualification a des conséquences pratiques majeures. Le fonds de commerce peut faire l'objet d'un nantissement et non d'une hypothèque réservée aux immeubles. La vente du fonds suit un formalisme propre. En matière de saisie, le fonds est soumis au régime applicable aux meubles incorporels. Le fonds de commerce est un meuble négociable. Afin qu'un fonds de commerce soit saisissable, il se doit d'être négociable. Le terme négociable signifie « qui est dans le commerce ». L'article 1589 du Code civil dispose « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu ». Cette notion de patrimonialité a été retenue par la jurisprudence. Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2006 confirme la nature du bien meuble du fonds au sujet de la saisissabilité d'une licence de taxi. Face à une créance non payée de M. Nonors, la Société Générale demande à la Cour de déclarer valable la saisie de l'autorisation administrative de stationnement de M. Nonors et de condamner M. Nonors à payer des dommages et intérêts. M. Nonors demande à la Cour de prononcer la nullité de la saisie de l'autorisation administrative de stationnement délivrée par la préfecture de Paris le 22 février 2006. La Cour considère que l'autorisation de stationnement n'est pas elle-même transmissible, mais le droit de présentation qui y est attaché, à titre onéreux, a une valeur patrimoniale et constitue pour son bénéficiaire un droit incorporel et donc il est transférable.
Le fonds de commerce est un bien incorporel. Il s'agit d'un bien qui n'a pas d'existence matérielle. Il s'agit d'un bien abstrait, sans existence matérielle propre, mais résultant de la réunion de divers éléments hétérogènes, eux-mêmes souvent incorporels. Le fonds de commerce comme bien incorporel. Cette qualification s'appuie sur les critères suivants. Le fonds de commerce n'a pas de représentation physique autonome. Il ne se touche pas, ne se déplace pas, ne se livre pas. Il existe juridiquement, mais non physiquement. Il est le résultat d'un assemblage juridique, destiné à créer une valeur économique exploitable. Comme les droits de propriété intellectuelle, brevets, marques, dessins, il est immatériel par nature, même s'il repose sur certains éléments matériels, mobiliers, etc. En doctrine, le fonds de commerce est souvent rapproché d'un droit de propriété sui generis, c'est-à-dire d'un droit patrimonial spécifique qui, sans se confondre avec la propriété classique d'un bien, permet à son titulaire d'en user, jouir et disposer. Il peut le vendre, le louer, location-gérance, le nantir, ou le transmettre à ses héritiers. Le régime juridique applicable au fonds de commerce, issu de cette double qualification, est donc à la croisée du droit des biens, du droit des sûretés, du droit des contrats et du droit commercial. Le fonds de commerce est lié toujours à une activité commerciale. Un fonds n'est commercial que s'il a pour objet l'accomplissement d'une activité commerciale, c'est-à-dire d'actes de commerce à titre de profession habituelle. Ainsi, seul peut normalement être propriétaire d'un fonds de commerce un commerçant, personne physique ou personne morale, plus particulièrement société commerciale immatriculée. L'élément fondateur du fonds de commerce est la clientèle. La clientèle est traditionnellement considérée comme l'élément essentiel du fonds. En effet, à défaut de clients, le fonds n'aurait aucune valeur, il n'aurait même pas d'existence puisque c'est l'exploitation de cette clientèle qui donne la cohésion à l'ensemble des biens réunis à cet effet. La clientèle est l'ensemble des individus ou des organisations qui sont acheteurs et ou utilisateurs d'un commerçant, d'une entreprise ou d'une organisation. Elle rassemble les personnes susceptibles ou non d'acquérir un produit ou un service. La clientèle est l'ensemble des personnes qui s'approvisionnent auprès de l'entreprise ou recourent à ses services. Il faut distinguer la clientèle des consommateurs, car la personne qui achète n'est pas forcément celle qui consomme ou utilise le bien. Le consommateur sera donc l'individu final qui utilise le produit ou bénéficie du service, alors que le client sera celui qui se le procure. La clientèle englobe à la fois la clientèle fidélisée, approvisionnement habituel, et la clientèle de passage dénommée achalandage. On distingue généralement la clientèle, qui s'adresserait à un commerçant pour des raisons de confiance ou d'habitude, de l'achalandage, qui correspond à la clientèle passagère, précaire, liée uniquement à l'emplacement du fonds, à la situation du commerce. L'achalandage ne peut suffire pour permettre la reconnaissance d'un fonds de commerce. Sans clientèle, il n'existe plus, à proprement parler, de fonds de commerce, mais seulement des marchandises, des droits ou objets mobiliers ne constituant plus une entité juridique distincte, et sans rapport de destination les uns avec les autres. L'exploitant d'un fonds de commerce justifie d'une clientèle réelle et personnelle. La clientèle doit être réelle et effective. La clientèle doit être réelle. Une clientèle n'est supposée exister qu'à partir du moment où il y a une exploitation. Cette solution est souvent écartée notamment en matière de distribution intégrée, c'est-à-dire lorsque l'exploitant exerce son activité sous la marque d'autrui. Dans ce cas, les juridictions considèrent que l'établissement bénéficie d'ores et déjà de la clientèle fidélisée par la marque avant même que l'établissement n'ait ouvert ses portes au public. Inversement, il est traditionnellement admis que la cessation d'activité entraîne à plus ou moins long terme la disparition de la clientèle et par la même occasion, la disparition du fonds. La clientèle doit être rattachée à l'exploitant. Premièrement, elle doit être réelle et certaine. Autrement dit, le commerçant ne peut se prévaloir d'une clientèle potentielle ou future. La clientèle doit réellement et actuellement exister. Deuxièmement, la clientèle doit être personnelle. Cela veut dire que les clients doivent être attirés par les efforts déployés par le commerçant, ses qualités personnelles ou celles de son établissement. À ce propos, lorsque le commerçant est un franchisé qui fait partie d'un réseau de distribution intégré, on considère qu'il existe deux clientèles, partagées par le franchiseur et le franchisé. La première, au niveau national, qui est attachée à la notoriété du franchiseur. La seconde, au niveau local, attirée et fidélisée par les efforts déployés par le franchisé. Il en est de même lorsque le commerçant est un concessionnaire. Un problème souvent posé est celui de savoir qui des époux communs en bien dont un seul est titulaire du diplôme qui lui permet de l'exploiter est propriétaire du fonds. La Cour de cassation a répondu à cette question en jugeant que, s'agissant d'une officine de pharmacie, que la propriété du fonds est réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien. En revanche, la valeur du fonds de commerce tombe en communauté. Une clientèle personnelle obligatoire. L'exploitant d'un fonds de commerce doit se créer une clientèle personnelle.
L'appréciation de la clientèle propre et autonome se fera au cas par cas. L'exploitant doit prouver qu'il sait constituer une clientèle propre, différente de celle de la marque, de l'enseigne, de la compagnie pétrolière. Sans clientèle personnelle, il s'agit d'un contrat de location-gérance. En raison de l'absence de clientèle propre et autonome, diverses exploitations situées dans l'enceinte de locaux plus vastes se sont vues refuser la qualité de fonds de commerce. Deux situations posent problème. Première situation, le cas du commerce installé dans l'enceinte d'un autre établissement. Si la clientèle du commerce enclavé est constituée principalement par celle de l'ensemble plus vaste, il n'est pas un véritable fonds de commerce. Exemple, laverie automatique en extrémité d'un centre commercial. De la même manière, une station-service n'a pas systématiquement de clientèle personnelle. La Cour de cassation a considéré qu'il s'agit de la clientèle de la compagnie pétrolière qui est souvent préexistante à l'ouverture de la station au public. La Cour considère que dans le cadre d'un contrat de franchise, la clientèle est davantage attirée par la marque ou l'enseigne. La clientèle civile des professions libérales, médecins, avocats, etc., n'est pas dans le commerce juridique contrairement à la clientèle commerciale. L'existence d'une clientèle détermine l'existence du fonds de commerce, sa possible transmission et sa disparition. Le fonds naît le jour où une clientèle commence à le fréquenter. Une potentialité de clientèle ne suffit pas. Parfois la clientèle existe avant l'ouverture du point de vente, réseau de stations-service par exemple. Lorsque l'activité évolue, la clientèle évolue également, tout en restant attachée au fonds de commerce. Ce n'est que lorsque le changement d'activité est trop important, deux activités qui ne touchent pas du tout le même public, que la clientèle change et qu'il y a naissance d'un nouveau fonds. L'arrêt de l'exploitation provoque la perte de la clientèle et la disparition du fonds. Une fermeture temporaire n'a pas cet effet. Pour qu'il y ait cession de fonds de commerce, il est nécessaire que la clientèle du cédant soit transmise, sous une forme ou sous une autre, à l'acquéreur. La plupart du temps, le cadre légal du fonds de commerce s'inscrit dans une relation à trois personnes. Le propriétaire des murs, propriétaire du fonds de commerce et le locataire, exploitant, du fonds de commerce. Le fonds de commerce peut faire l'objet de multiples opérations juridiques, vente, nantissement, apport en société, etc. Il peut également être géré de multiples manières. Lorsqu'il est question de fonds de commerce, leur gestion peut s'avérer complexe en raison de la grande importance qui y est rattachée. En effet, toute activité commerciale se doit d'être accompagnée d'un fonds de commerce pour exister et être considérée comme valide. Mais qu'en est-il du fonds de commerce en lui-même? Quelles sont les opérations qu'il sera possible de faire durant sa validité et sous quelles conditions? Petit rappel de la nature du fonds de commerce. Avant d'aborder les opérations qui peuvent être menées en lien au fonds de commerce, il est juste de rappeler rapidement ce qu'il constitue. Le fonds de commerce est par nature indissociable d'une activité commerciale. Il est constitué de biens matériels et immatériels qui ont pour seule vocation de faire vivre une activité commerciale. La première opération qu'il sera possible de réaliser avec le fonds de commerce, et certainement la plus fréquente, c'est la cession de fonds de commerce. La première opération Il s'agit ici d'une mise en vente de tous les éléments qui constituent un fonds de commerce, aussi bien matériel qu'immatériel. Ainsi, la cession d'un fonds se rapportera au mobilier, au matériel, à la clientèle, à l'enseigne et à tous les éléments qui permettent l'activité commerciale rattachée au fonds cédé.
Il conviendra en cas de cession de fonds de commerce d'évaluer la valeur la plus juste du fonds et de renseigner dans le contrat de vente aussi bien le prix validé par les deux parties engagées, ainsi que le contenu du fonds de commerce. La cession d'un fonds de commerce est une opération complexe et nécessite la prise en compte de nombreux paramètres afin d'éviter que la vente ne soit remise en cause. Pour sécuriser l'opération, de nombreuses diligences devront être accomplies en amont du compromis de vente ou de l'acte définitif. Les conditions préalables à la cession d'un fonds de commerce. Pour être valable aux yeux de la loi, la cession d'un fonds de commerce doit respecter certaines conditions. Tout d'abord, la cession d'un fonds de commerce doit remplir les conditions de validité posées par le droit commun des contrats à l'article 1128 du Code civil. La cession du fonds de commerce, bien qu'elle soit soumise à un régime juridique spécifique, reste avant tout un contrat de vente auquel s'appliquent les règles de droit commun des contrats prévus par le Code civil. À ce titre, sa validité est subordonnée au respect des trois conditions générales, le consentement, la capacité et l'objet. Ces exigences prennent toutefois, dans ce domaine particulier, des formes adaptées à la nature de l'opération et aux enjeux économiques qu'elle recouvre. Le consentement est l'une des conditions essentielles de validité de tout contrat selon le Code civil. Il doit être donné de manière libre, éclairée et exempt de vices, notamment l'erreur, le dol et la violence. L'erreur sur la clientèle comme erreur sur la substance. Dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce, l'évaluation de la clientèle constitue une opération délicate. Son importance est souvent difficile à apprécier objectivement et sa valeur peut rapidement fluctuer. Or, la clientèle est considérée comme l'élément central du fonds, son principal vecteur de rentabilité. La jurisprudence a donc reconnu que l'erreur sur l'importance de la clientèle peut être assimilée à une erreur sur la substance. Dans ce cas, la nullité du contrat peut être prononcée à condition que l'erreur ait été déterminante du consentement. Le vice caché relatif à la rentabilité du fonds. L'acheteur peut aussi invoquer la garantie des vices cachés s'il découvre après la vente que la rentabilité réelle du fonds est très inférieure à celle présentée. Ainsi, une discordance substantielle entre le chiffre d'affaires espéré et celui réellement généré par l'exploitation peut caractériser un vice caché. Dans ce cadre, deux actions sont ouvertes à l'acquéreur, l'action rédhibitoire, résolution de la vente, l'action estimatoire, réduction du prix payé. Le dol, dissimulation volontaire d'informations. Lorsque le vendeur a intentionnellement trompé l'acheteur, notamment par la dissimulation de documents comptables, ou encore par une présentation frauduleuse du chiffre d'affaires, on est en présence d'un dol. Dans ce cas, la nullité du contrat peut être prononcée sur le fondement du vice du consentement. B. La capacité, une exigence adaptée aux parties. Du côté du vendeur, la capacité juridique requise du vendeur est celle nécessaire pour réaliser un acte de disposition. En pratique, cette exigence est interprétée de manière stricte, car la vente d'un fonds de commerce est assimilée à un acte de grande valeur patrimoniale, parfois comparable à la vente d'un immeuble. Le vendeur doit donc être majeur non protégé ou, s'il est sous régime de protection, agir avec l'autorisation du juge ou du tuteur selon le cas. Du côté de l'acheteur, l'acquéreur, s'il est une personne physique, doit avoir la capacité commerciale, c'est-à-dire, être majeur et capable d'exercer une activité commerciale. Cela s'explique par le fait que l'acheteur est censé exploiter lui-même le fonds, ce qui implique une immatriculation au registre de commerce et de société RCS, et l'acquisition du statut de commerçant. C. L'objet du contrat. Transfert du fonds, et détermination du prix. Définition de l'objet. Le transfert du fonds de commerce englobe tous les éléments essentiels à l'exploitation, notamment la clientèle, le nom commercial, le droit au bail, l'enseigne, etc. Toutefois, les parties sont libres d'exclure certains éléments accessoires, comme les stocks ou certaines licences, dès lors que le cœur de l'exploitation est conservé. Le prix. L'obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu, qui doit être déterminé ou au moins déterminable. Le Code de commerce précise que le prix doit faire l'objet d'une ventilation entre les éléments incorporels. Le matériel, les marchandises. Cette ventilation n'est pas exigée pour la validité de l'acte, mais elle est indispensable pour que le privilège du vendeur prenne effet. La dissimulation de prix, sanction fiscale sévère. Certaines parties peuvent être tentées de dissimuler une partie du prix afin de réduire les droits d'enregistrement. Cette pratique est expressément sanctionnée par l'article 1840 du Code général des impôts qui annule toute contre-lettre prévoyant un supplément de prix. Seul le prix mentionné dans l'acte apparent est valable et l'acheteur peut s'en prévaloir.
En revanche, le vendeur ne pourra jamais réclamer le montant dissimulé, ce qui représente une sanction sévère et dissuasive. Une autre question qui revient souvent devant les tribunaux est celle qui est relative au respect de la non-concurrence par l'acheteur. Il est courant que lors de la vente d'un fonds, les parties conviennent que le vendeur s'interdit de tout acte de concurrence à l'égard de son acquéreur. Il est jugé à ce propos que l'interdiction vise même le cas où le vendeur n'aura pas de contact direct avec la clientèle de l'établissement dans lequel il exercera ses nouvelles activités et ce même s'il y est employé comme salarié. Ainsi la Cour d'appel de Pau a jugé que le vendeur d'un fonds de commerce de café-restaurant qui trouve un emploi dans un établissement de même nature, exploitant dans la même avenue que le fonds vendu et avec en partie la même clientèle, et que viole la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente notarié du fonds dès lors qu'il remplit dans cet établissement un rôle administratif de responsable, participant ainsi à l'exploitation d'un établissement concurrent en dépit de l'interdiction qui lui en était faite, et alors même qu'il n'avait pas de contact avec la clientèle commune. La Cour de cassation juge aussi s'agissant cette fois des obligations du vendeur, qu'en cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction lui interdit de détourner la clientèle du fonds cédé. Elle ajoute que si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations. En résumé, les conditions générales de validité de la cession du fonds de commerce sont soumises aux règles de droit commun, avec des spécificités liées à la nature de l'opération. Le consentement doit être éclairé, la capacité adaptée à l'exploitation commerciale, et l'objet clairement déterminé. Une protection particulière est accordée à l'acheteur, notamment contre les vices cachés, les manœuvres dolosives et les montages visant à contourner la fiscalité. Pour être valable aux yeux de la loi, la cession d'un fonds de commerce doit respecter certaines conditions. La cession d'un fonds de commerce est une opération encadrée par des règles de forme et de fond dont certaines visent spécifiquement à protéger l'acheteur, en lui assurant une information précontractuelle complète. La loi impose certaines mentions obligatoires dans l'acte de cession. Ces obligations particulières constituent l'un des premiers exemples d'obligations légales d'information dans le droit français. Conditions spéciales de la cession de fonds de commerce. Documents écrits avec des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Nous allons voir aussi le régime juridique en cas d'omission ou l'inexactitude des mentions. Et la portée et limite de la protection de l'acquéreur. Les principales mentions obligatoires sont les suivantes. L'origine de propriété du fonds. Cela inclut le nom du précédent vendeur, la date de l'acte d'acquisition par le cédant, ainsi que le prix payé lors de cette acquisition. Ces éléments permettent à l'acquéreur de retracer l'historique juridique du fonds et d'identifier d'éventuelles fluctuations anormales de sa valeur. L'état des privilèges et nantissements. Il s'agit de signaler les sûretés réelles pouvant grever le fonds, tels que les privilèges du vendeur ou des nantissements consentis à des créanciers. Cela permet à l'acquéreur d'apprécier le niveau d'endettement associé au fonds et d'envisager les risques juridiques. Les résultats financiers récents. L'acte doit mentionner le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés pendant les 3 derniers exercices comptables. Cette information est essentielle pour évaluer la rentabilité du fonds. Les informations relatives au bail commercial. Lorsque le fonds est exploité dans des locaux loués, l'acte doit indiquer la date du bail, sa durée restante, ainsi que l'identité du bailleur et du cédant. Ces données sont cruciales pour déterminer la stabilité juridique de l'exploitation. Concernant le régime juridique en cas d'omission ou l'inexactitude des mentions, les conséquences juridiques varient selon que les mentions sont absentes ou inexactes. Lorsque certaines mentions font totalement défaut, l'acheteur peut demander la nullité de la vente dans un délai d'1 an à compter de la signature de l'acte. Cette nullité est relative, elle ne peut être invoquée que par l'acquéreur, et ni le juge ni le vendeur ne peuvent la soulever d'office. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme une interprétation stricte de ce texte, notamment quant au point de départ du délai qui commence à courir à la date de l'acte, indépendamment du moment où l'acheteur découvre l'omission. En cas d'inexactitude, l'article L141A3 du Code de commerce prévoit une action en garantie contre le vendeur. Cette garantie spéciale est indépendante de toute clause contractuelle et s'applique même si l'acte comporte une clause excluant la responsabilité du vendeur. L'acquéreur peut, dans l'année qui suit la cession, demander soit la résolution judiciaire du contrat, annulation rétroactive, soit une réduction proportionnelle du prix. Cette inexactitude est assimilée à un vice caché, sauf preuve contraire apportée par le vendeur, qui peut démontrer que l'acheteur connaissait les erreurs au moment de la vente. Cette présomption simple renforce la position de l'acheteur, tout en permettant au vendeur de s'en exonérer s'il apporte des preuves concrètes de la bonne foi de l'acquéreur. C. Portée et limite de la protection de l'acquéreur. L'acheteur est protégé, mais sous réserve de sa diligence. La protection offerte à l'acquéreur par ce dispositif est moins rigoureuse que celle applicable au consommateur, bien qu'elle s'inspire de principes similaires.
La faiblesse relative des sanctions attachées à l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoires s'explique par le fait que l'acquéreur, dans ce type de contrat, est un commerçant ou un investisseur, censé disposer d'un minimum de compétences et de vigilance dans l'analyse des risques économiques liés à l'achat d'un fonds. De plus, la brièveté du délai d'1 an pour agir et le caractère non automatique de la nullité confirment cette logique. En résumé, les conditions spéciales de la cession du fonds de commerce imposent des mentions obligatoires destinées à informer l'acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds. Leur omission ou leur inexactitude ouvre droit à des sanctions, nullité ou réduction du prix, mais celles-ci demeurent encadrées et doivent être invoquées dans un délai bref. La cession du fonds de commerce est soumise à un formalisme strict, notamment en matière de publicité, afin d'assurer la protection des créanciers, du vendeur, mais aussi, indirectement, de l'acheteur. La vente doit faire l'objet de mesures de publicité pour permettre à ces derniers de faire opposition au paiement du prix entre les mains du vendeur tant qu'il ne leur sera pas distribué. La publicité de la vente du fonds de commerce constitue une condition d'opposabilité au tiers, non de la vente, mais du paiement du prix de vente. La cession doit faire l'objet d'une double publication. Dans un journal d'annonce légale, JAL, L4 acte de vente doit être publié sous forme d'un extrait ou d'un avis dans un journal habilité du département du lieu d'exploitation du fonds, dans les 15 jours suivant la signature de l'acte. Cette publicité est effectuée à la diligence de l'acquéreur, et le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l'acte de vente. En pratique, l'acte doit d'abord être enregistré auprès de l'administration fiscale avant de pouvoir être publié. Dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODAC, la seconde publicité intervient dans les 15 jours suivant l'insertion au JAL. Cette formalité est essentielle pour que le délai d'opposition des créanciers puisse courir. Si elle n'est pas réalisée, les créanciers du vendeur peuvent contester le paiement du prix. À noter, depuis la loi Macron, du 06 août 2015, la publicité au JAL n'est plus obligatoire, seule celle au BODAC est maintenue. La portée de cette exigence ne se limite pas à la vente stricto sensu, car toute vente ou cession, même conditionnelle, toute attribution de fonds par partage ou licitation, ou encore toute cession déguisée sous une autre forme contractuelle. Par exemple, donation ou échange, est soumise à cette obligation de publicité. Effet protecteur des créanciers. Opposition au paiement du prix, tant que la double publicité n'a pas été réalisée, les créanciers du vendeur peuvent faire opposition au paiement du prix, dans un délai de 10 jours à compter de la publication au BODAC. L'objectif est de bloquer temporairement le paiement au vendeur, afin de permettre aux créanciers de faire valoir leurs créances. Si une opposition est formée, le prix reste consigné jusqu'à la décision du juge. Sanction en cas de défaut de publicité. Protection des tiers. Si l'acquéreur paye le prix avant l'expiration du délai d'opposition ou sans avoir accompli les formalités de publicité, il ne sera pas libéré à l'égard des tiers. Cela signifie qu'un créancier du vendeur pourra légalement réclamer à nouveau le paiement du prix, comme si celui-ci n'avait jamais été effectué. Cette disposition incite fortement l'acquéreur à respecter scrupuleusement les formalités. En résumé, la cession du fonds de commerce est une opération juridiquement encadrée par un double objectif. Tout d'abord garantir la sécurité juridique du vendeur, notamment en cas de vente à crédit, et protéger les créanciers contre la disparition de leurs gages. Le respect des formalités de publicité est impératif. Leur non-respect peut entraîner la nullité de la vente ou l'obligation pour l'acquéreur de régler le prix une seconde fois. « 2. La location-gérance. La seconde opération possible dans la gestion d'un fonds de commerce, sa mise en location auprès d'un tiers. Le fonds est généralement exploité par le propriétaire du fonds.
mais ce dernier peut en confier l'exploitation soit à un commerçant qui va le gérer pour son propre compte et assurer les aléas financiers afférents à tout commerce, soit à un gérant salarié ou à un gérant libre. Le contrat de location-gérance permet au propriétaire d'un fonds de commerce de confier la gestion de celui-ci à une autre personne en échange d'une redevance et ainsi s'assurer un revenu. Le locataire gérant peut démarrer son activité sans investissement trop important au départ. La location-gérance, c'est un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant du fonds de commerce en concède totalement, ou partiellement, la location à un gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. Dans ce scénario, le propriétaire du fonds conserve son statut, mais il n'est plus celui qui doit en assumer la gestion. Ainsi, un autre professionnel est mis en charge de la bonne gestion du fonds, et verse un loyer au propriétaire de ce dernier. Dans ce cas, le propriétaire du fonds est celui qui loue les murs commerciaux pour l'exercice de l'activité. Bien sûr, le montant du loyer auprès du propriétaire des murs peut être inclus dans le loyer versé par le nouveau gérant du fonds. Cette opération ne peut être engagée qu'avec l'accord du propriétaire des murs, et après au minimum 2 ans de vie du fonds, ou à défaut après avoir la possibilité de prouver que ce dernier est rentable. La différence avec le bail commercial. Le bail commercial se définit comme un contrat portant sur la mise en location d'un local commercial, conclu entre le propriétaire des murs et l'exploitant d'un fonds de commerce. Son objet se restreint donc à la jouissance des locaux nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce. La différence avec la gérance salariée. La location-gérance est radicalement différente de la gérance salariée. En effet, alors que le locataire gérant est un tiers co-contractant du propriétaire du fonds de commerce, le gérant salarié est un de ses représentants auquel il confie la gestion du fonds en son nom propre. Quelles sont les conditions préalables à la location-gérance ? Préalablement à la signature du contrat de location-gérance, des conditions sont à remplir aussi bien pour le bailleur que pour le locataire gérant. Pour le bailleur, il existe 2 grandes conditions pour que le propriétaire du fonds de commerce puisse avoir recours au contrat de location-gérance. S'il n'est pas propriétaire des locaux et ainsi seulement titulaire d'un bail commercial contenant une clause d'exploitation personnelle du fonds, il doit demander une autorisation expresse au propriétaire des locaux pour conclure ce contrat. Il doit avoir exploité le fonds de commerce pendant, au minimum, 2 ans. Il existe des exceptions à cette condition, pour les héritiers d'un commerçant décédé, dans le cas de la dissolution d'un régime matrimonial, ou encore pour les loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtre et music-hall par exemple. Attention, jusqu'à la publication d'un tel contrat dans un journal d'annonce légale, le bailleur est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds. Pour le locataire gérant, il existe 4 conditions attachées au locataire pour pouvoir signer un contrat de location-gérance. Le locataire du fonds de commerce doit avoir la capacité d'exercer le commerce et ainsi avoir le statut de commerçant. Il doit s'engager à exploiter le fonds de commerce selon sa destination. En d'autres termes, il ne peut pas changer l'activité du fonds. Il doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, RCS, et au répertoire national des entreprises, RNE, au plus tard 15 jours après le début de son activité. Le locataire gérant doit s'engager à exploiter le fonds à ses propres risques et périls. En conséquence, il est responsable des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce. Ensuite, pour être valable, le contrat doit faire état des mentions suivantes. Tout d'abord, la durée. Ensuite, les informations sur les parties. Finalement, les mesures de publicité du contrat. La durée du contrat. Le contrat de location-gérance peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Toutefois, le contrat de location-gérance est en général conclu pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction. De plus, le contrat de location-gérance doit mentionner les informations suivantes, l'identité des parties, les éléments du fonds de commerce concerné par la location-gérance, l'origine du fonds, notamment s'il s'agit d'une création, d'un achat ou d'une succession, la situation locative du bailleur, s'il est propriétaire ou locataire des locaux, la situation globale du fonds, les normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, la durée du contrat et les modalités de renouvellement le cas échéant, les différents contrats en cours, contrat de travail, relations avec les fournisseurs, les obligations réciproques des parties, l'engagement concernant la clause de non-concurrence, le montant et les modalités du paiement de la redevance, le dépôt de garantie, l'enregistrement du contrat et les frais qui s'y rapportent, la cession du contrat et la sous-location du fonds, les modalités de résiliation du contrat, la fin du contrat et les conséquences. La publicité du contrat. Enfin, le contrat de location-gérance implique une obligation de publicité afin de le rendre opposable aux tiers. À ce titre, un avis doit être publié dans un support d'annonce légale au moins 15 jours avant la signature du contrat de location-gérance.
Une telle publicité est également requise à la fin du contrat. Quelles sont les obligations des parties au contrat de location-gérance? Tout au long du contrat de location-gérance, le bailleur et le locataire-gérant sont tenus au respect d'obligations réciproques. Les obligations du bailleur. Les obligations du bailleur sont les suivantes. Garantir une exploitation paisible du fonds, notamment par la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation a obligé le propriétaire du fonds de commerce à verser des indemnités au locataire gérant qui s'était retrouvé dans l'obligation de fermer l'établissement et d'effectuer des travaux de mise aux normes. Remettre au locataire l'ensemble des éléments et documents nécessaires à l'exploitation du fonds. Bon à savoir, concernant la jouissance paisible, il est possible de déroger à cette obligation si le locataire accepte expressément le fonds en l'état. En outre, le bailleur doit également respecter les clauses qui figurent dans le contrat de location-gérance, telles que la clause de non-concurrence ou la clause de reprise des marchandises à la fin du contrat. Les obligations du locataire gérant. Dans le cadre du contrat de location-gérance, le locataire gérant fait aussi face à des obligations. En effet, ce dernier doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés RCS ou au répertoire national des entreprises RNE, anciennement répertoire des métiers, ou y procéder dans un délai de 15 jours suivant la date de signature du contrat. Exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination et de telle sorte qu'il ne perde pas de valeur. Assurer une gestion raisonnable du fonds. Entretenir le fonds afin de le conserver en état d'être exploité. Payer la redevance dans les conditions spécifiées dans le contrat. À l'instar du bailleur, pour finir, il est possible d'insérer des clauses dans le contrat que le locataire gérant devra respecter telles que la clause de non-concurrence, une clause interdisant la cession ou la sous-location, une clause de libre consultation de la comptabilité par le bailleur, la clause de paiement des impôts et des taxes. Comment se déroule le paiement de la redevance? Le montant des redevances prévues dans le contrat de location-gérance est fixé librement par les parties et peut faire l'objet d'une révision. Les redevances peuvent être fixes ou proportionnelles au chiffre d'affaires ou aux bénéfices, ou même les deux. Par ailleurs, les redevances peuvent être versées de manière mensuelle ou trimestrielle. En termes de fiscalité, elles sont soumises à la TVA au taux normal de 20%. Le bailleur doit inclure les redevances dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel contrat? Le contrat de location-gérance permet de disposer de certains avantages. Toutefois, il entraîne aussi des inconvénients pour les parties. Les avantages. La location-gérance permet au propriétaire du fonds de commerce de conserver la propriété du fonds de commerce et de percevoir une redevance. D'autre part, le locataire peut exploiter un fonds de commerce à moindre frais et ainsi commencer son activité avec des investissements moindres. Il s'agit également d'un bon moyen de vérifier le bon fonctionnement du fonds avant d'en faire l'acquisition. Les inconvénients. Le principal inconvénient pour le propriétaire du fonds de commerce est le risque de voir son fonds de commerce perdre de sa valeur. Dans le cas d'une mauvaise gestion par le locataire gérant, c'est le propriétaire du fonds de commerce qui en subirait, à terme, les conséquences. À l'inverse, le locataire est dans l'obligation de payer des redevances au propriétaire. En principe, les parties fixent librement le montant du loyer de départ, ainsi que la périodicité et le mode de paiement. Une fois fixé, le loyer fait l'objet d'une révision annuelle ou triennale. Les parties peuvent prévoir un montant minimum garanti au bailleur. Ce type de clause concerne plus fréquemment les locaux situés dans les centres commerciaux. Au moment du renouvellement du bail, le loyer peut être modifié en cas de l'augmentation globale de la population, la création d'une zone piétonnière augmentant la fréquentation de la rue, l'amélioration des conditions de stationnement ou de circulation à proximité, etc. Cette modification a une incidence directe sur l'activité exercée et entraîne une variation de plus de 10% de la valeur locative. La valeur locative d'un local correspond au loyer pratiqué dans le quartier pour des locaux comparables. Comment prend fin un contrat de location-gérance? Concernant la fin du contrat de location-gérance, deux situations sont à distinguer. Premier cas, le contrat de location-gérance à durée déterminée et n'est pas reconduit. Il prend fin à l'issue de la durée prévue dans le contrat si les parties ne continuent pas d'exécuter le contrat, auquel cas ce dernier est renouvelable par tacite reconduction. Deuxième cas, le contrat est à durée indéterminée, il prend fin suite à la résiliation du contrat par une des parties qui doit respecter un préavis de 3 mois. Par ailleurs, il est possible de résilier un contrat de location-gérance dans certaines situations, notamment si le locataire gérant ne respecte pas ses obligations, ou dans certaines circonstances, comme le décès du locataire gérant ou son inaptitude à exploiter le fonds. Il est possible de résilier un contrat de location-gérance? Oui, dans certaines situations, notamment si le locataire gérant ne respecte pas ses obligations, ou dans certaines circonstances, comme le décès du locataire gérant ou son inaptitude à exploiter le fonds. Toutefois, le locataire gérant a parfois la possibilité d'acquérir la propriété du fonds de commerce.
À la fin du contrat de location-gérance, le locataire gérant restitue le fonds de commerce au propriétaire qui en retrouve la pleine exploitation. Ensuite, la fin du contrat doit faire l'objet d'une publicité dans un support d'annonce légale. Qu'est-ce que le nantissement du fonds de commerce? Il s'agit d'une opération possible dans la gestion d'un fonds de commerce. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle un gage. Le mot « nantissement » est plus communément utilisé par les praticiens pour désigner les sûretés portant sur les fonds de commerce. Le propriétaire qui a consenti un nantissement sur son fonds de commerce conserve le droit de continuer à gérer son entreprise. Il est seulement empêché de le vendre ou d'en faire l'apport en société sans l'accord du créancier. Cette forme de gage porte le plus souvent à la fois sur les éléments matériels, mobiliers, matériel technique, parc automobile, et sur les droits qui sont attachés au fonds de commerce, comme le droit de bail. Pour le dire d'une autre manière, il s'agit d'affecter le fonds de commerce à la garantie du paiement d'une dette tout en conservant le droit d'en user ou d'en disposer. Cette opération permettra généralement de continuer à assurer une activité professionnelle qui permettra de générer des fonds afin de couvrir une dette contractée pour engager l'activité professionnelle initiale. Dans le cas où le titulaire du fonds de commerce ne sera pas en mesure de rembourser sa dette suite à un nantissement du fonds, le service prêteur pourra se rembourser sur la valeur du fonds mis en garantie. Quels sont les objectifs d'un nantissement du fonds de commerce? 1. Garantir des fournisseurs qui accordent des délais de paiement. 2. Obtenir des délais de paiement auprès des banques. Quelles sont les caractéristiques du nantissement sans dépossession? 1. Il s'agit d'un acte écrit enregistré. 2. Il doit s'inscrire sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans les 15 jours sous peine de nullité. 3. Il ne peut pas porter sur les marchandises. 4. Il inclut un droit de préférence des créanciers nantis. C'est-à-dire, le nantissement d'un fonds de commerce accorde aux créanciers inscrits un rang préférentiel par rapport aux autres créanciers sur la valeur du bien nanti lors de sa mise en vente au titre des créances garanties. Quelles sont les deux formes de nantissement? Le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire. Cela signifie qu'il peut être fait à l'amiable entre créanciers et débiteurs ou peut être fait devant le juge. Le nantissement confère aux créanciers nantis deux droits. En premier lieu, le droit de préférence. Le droit de préférence est le droit d'être payé en priorité par rapport aux autres créanciers du débiteur. Ce droit permet de modifier l'ordre des créanciers en attribuant une préférence aux créanciers titulaires du droit de préférence. En deuxième lieu, le droit de suite. Le droit de suite est le droit pour le créancier de poursuivre le bien nanti en quelque main qu'il passe. Le créancier pourra ainsi suivre le bien peu importe le propriétaire du bien. Qu'est-ce que la déspécialisation du bail commercial? En principe, lors de la rédaction du bail commercial, les parties se mettent d'accord sur l'activité prévue au bail, ce que l'on appelle la destination. Cette destination doit être conforme aux souhaits du locataire, être acceptée par le bailleur, mais elle doit également être légale. Par exemple, si un règlement de copropriété interdit l'activité de restaurant ou de fast-food, il ne sera pas possible de prévoir un bail avec pour destination restauration traditionnelle, ou encore d'envisager une cuisine avec présence d'une extraction. Une fois que la destination a été arrêtée et est fixée dans le bail, le locataire n'est pas autorisé à exercer une autre activité dans le local commercial. À défaut, il commettrait une violation du contrat de bail, et s'exposerait à une demande de résiliation judiciaire formée par le bailleur, avec dommages-intérêts. Aussi, il est très important pour le locataire de respecter strictement la destination du bail et de ne surtout pas chercher à contourner la clause de destination,
s'il ne veut pas risquer de perdre son fonds de commerce et les dépenses qu'il aura engagées pour le constituer. Cela signifie-t-il que le locataire ne peut jamais changer l'activité prévue au bail? Non, bien sûr, le statut des baux commerciaux a prévu les conditions dans lesquelles le locataire peut demander à modifier l'activité autorisée dans le bail. C'est précisément ce que l'on appelle une déspécialisation du bail commercial. La déspécialisation désigne le mécanisme permettant de modifier l'activité autorisée dans le local commercial. C'est le processus de changement de destination du local commercial, il s'agit de l'opération permettant au locataire et au bailleur de modifier l'activité autorisée par le bail commercial. Quelles sont les deux formes de déspécialisation? Il y a deux types de déspécialisation. Déspécialisation partielle et déspécialisation totale ou plénière. La déspécialisation partielle est l'opération par laquelle le locataire ajoute à l'activité commerciale prévue dans son bail, une ou plusieurs activités nouvelles qui sont connexes ou complémentaires à la sienne. Il s'agit de la possibilité d'adjoindre des activités connexes ou complémentaires à l'activité prévue au bail initial, appréciation par le tribunal, c'est un droit pour le locataire, donc le bailleur ne peut s'y opposer. La déspécialisation totale. La déspécialisation totale ou plénière consiste en un changement d'activité. Il s'agit d'une véritable transformation du fonds de commerce, soit par une modification complète des activités, soit par l'adjonction d'activités nouvelles qui ne sont pas considérées comme connexes ou complémentaires. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un droit acquis au locataire. La déspécialisation totale est subordonnée à un accord exprès du bailleur, qui peut s'y opposer en invoquant des motifs qui lui sont personnels. Qui peut bénéficier de la déspécialisation totale? En premier lieu, le locataire ou le cessionnaire d'un droit au bail. En cas de déspécialisation au cours des 3 dernières années du bail, cette déspécialisation ne fait pas obstacle au droit de renouvellement, et l'on tient compte de la durée d'exploitation préalable à la transformation. Après, le sous-locataire, il peut demander la déspécialisation totale à condition que son sous-bail soit régi par les dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de commerce. Dans ce cas, sa demande sera adressée au locataire principal, qui a, à son égard, la qualité de bailleur. Finalement, le locataire principal, lui-même tenu à l'égard du propriétaire des locaux par la clause de destination du bail initial, devra quant à lui adresser une demande de même nature au propriétaire. Quelles sont les conditions de fonds tenant au commerce? Le droit de déspécialisation totale est subordonné à l'exercice d'activités nouvelles appréciées en fonction de la conjoncture économique et des nécessités de la distribution. Il appartient par conséquent au locataire de démontrer que, compte tenu de ces critères, l'activité jusqu'à présent exercée est inadaptée ou insuffisamment rentable et que les activités nouvelles s'imposent. L'activité envisagée doit être compatible avec la nature de l'immeuble, avec le caractère et la situation de l'immeuble. Par le biais de cette exigence, la destination générale de l'immeuble ne doit pas être affectée par le changement de commerce. Et les conditions de forme? La demande d'autorisation de déspécialisation totale doit être préalable au changement d'activité. Elle doit être adressée au bailleur par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, sous peine de nullité, l'indication des activités envisagées. La demande doit être adressée en la même forme aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, ceux qui ont un nantissement. La demande de déspécialisation totale doit également être transmise par le bailleur, par exploit d'huissier, dans le mois de la demande du locataire, aux autres locataires envers lesquels le bailleur se serait éventuellement obligé à ne pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles visées dans la demande, locataire bénéficiant d'une clause d'exclusivité. Finalement, nous allons étudier le bail commercial. Pour rappel, le bail commercial est un contrat qui unit le propriétaire d'un local et un locataire qui l'occupe dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Quelles sont les conséquences de la fin du bail commercial? La fin du bail commercial peut entraîner, soit renouvellement du bail, soit non-renouvellement du bail. Dans ce dernier cas, il y a une indemnité d'éviction, fixée amiablement ou par le juge, représentant le dommage que l'éviction cause, valeur marchande du fonds plus frais de déménagement et de réinstallation, en cas de refus légitime, grief grave à l'encontre du locataire, immeuble insalubre ou dangereux, droit de reprise en vue de l'habitation personnelle du bailleur, pas d'indemnisation. Quel est l'objectif du droit au renouvellement du bail commercial? L'objectif du droit au renouvellement du bail commercial est de permettre au propriétaire du fonds de rester dans les lieux loués et conserver sa clientèle. Quelles sont les conditions pour le droit au renouvellement du bail commercial? Il existe 3 types de conditions. A. Tenant aux locaux. B. Tenant au bail. C. Tenant aux bénéficiaires. Concernant les conditions tenant aux locaux, concerne l'immeuble ou local dans lequel le fonds est exploité, ne s'applique donc pas aux locations de terrains nus,
concerne les locaux annexes à l'exploitation du fonds, par exemple, la cave. Concernant les conditions tenant au bail, le bail doit être commercial. De plus, l'activité exercée dans ce local doit être bien réelle, c'est-à-dire qu'elle doit générer de la clientèle et être autonome dans son fonctionnement. Les franchises peuvent toutefois souscrire ce type de contrat. Tous les baux commerciaux ont une durée minimum de 9 ans. Le contrat peut bien sûr fixer une durée supérieure mais en aucun cas inférieure. Le locataire peut quitter le local commercial à la fin de chaque période de 3 ans. Il doit faire part de sa décision au propriétaire au moins 6 mois avant la date prévue et cela via un huissier, un simple courrier recommandé ne suffisant pas. Pour le propriétaire, il est beaucoup plus compliqué de mettre fin à la location de son local. D'une part, il doit attendre la fin du bail. À cette date, il peut décider de ne pas le renouveler, mais dans ce cas il doit payer une indemnité d'éviction au locataire pour le préjudice subi. Le montant de cette indemnité peut être très élevé. Concernant les conditions tenant à l'exploitation du fonds, il doit s'agir d'une exploitation commerciale du fonds. Par exception, le statut a été étendu à d'autres activités, artisans, établissements d'enseignement. L'exploitation du fonds doit avoir duré au moins 3 ans pour justifier l'existence d'une clientèle. Concernant les conditions tenant au bénéficiaire, il doit être propriétaire du fonds. De même, il doit être commerçant français immatriculé au RCS. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Merci pour votre attention.